Bon, les enfants, je vous ai appelé ici pour qu'on parle. MCU, est-ce que tu peux te concentrer un tout petit peu, s'il te plaît? Ouais, s'il te plaît, concentre-toi un peu, papa nous parle. Ta gueule, X-Men. Ta gueule, X-Men. Génial. Donc, si je voulais m'entretenir avec vous deux, c'était pour qu'on parle des films. Ben, encore une fois, je vois pas ce que je fais ici, ça fait 4 ans que mon univers est mort. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est mieux comme ça, pas vrai, papa? Papa, sérieusement? Taisez-vous tous les deux. Mais oui, c'est mieux comme ça. Est-ce qu'on m'a appelé ici pour autre chose que de me rentrer la gueule dans le trottoir de mes échecs? Justement, X-Men, j'aimerais qu'on puisse parler un peu du début de ton univers. Le début de mon univers. Oui, les années 2000, les débuts des films X-Men, des films légers et sombres en même temps. La parfaite combinaison de gros cinéma d'action et de films d'auteur qui veut vraiment faire passer un message. Ça rappelle quelque chose à quelqu'un? Bah, pourquoi tu veux qu'on en parle? Parce que tu fais n'importe quoi avec Marvel. Comment ça, je fais n'importe quoi avec Marvel? MCU, ça fait une demi-décennie que tu fais rien d'autre que de spammer du contenu générique et formaté. Ah ouais, ben toi, t'es... un gros pas beau. Papa... il est sérieux, lui? Non, X-Men, le MCU est tout sauf sérieux, mais il rapporte un max de cash, alors tu fermes ta gueule! Super. C'est ça dont je voulais parler, X-Men. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, depuis que t'es revenu parmi nous en 2017, tu fais qu'enchaîner les mauvais films? Tu veux dire comme si du jour au lendemain, j'étais passé d'une maison de production à une autre qui a pas du tout les mêmes idées sur comment mon univers doit évoluer et qui essaie de me calquer sur le MCU qui est beaucoup moins sérieux que ce que moi je propose? Ouais, moi non plus, je comprends toujours pas ce qui s'est passé et MCU... Papa, crie pas comme ça, tu sais que ça me fait peur. Tu peux pas arrêter de spammer des séries spin-off pendant 10 minutes le temps d'une conversation? Jamais. Écoutez les enfants, X-Men, j'aimerais que MCU et moi, on puisse t'étudier. Et tu t'es pas dit, toi, au grand papa Disney surpuissant, que ce serait peut-être une meilleure idée d'étudier mes forces que mes faiblesses? Tu crois qu'en 2024, les gens seraient intéressés à regarder un bon produit X-Men? Est-ce que t'es sérieusement en train de me demander si c'est une bonne idée de produire du bon au lieu que du mauvais divertissement? Ouais, papa, franchement, même moi, je trouve ça con. Ah! J'ai sorti une nouvelle série sans m'en rendre compte. Petite side note, est-ce que quelqu'un ici sait c'est qui Blue Marvel? Jamais entendu parler, mais est-ce qu'on peut avoir des Funko Pop pour la semaine prochaine? Bon, ok, vous deux, vous prenez une semaine de vacances, vous allez dans les Alpes, à Tahiti, peu importe, je m'en fous, et vous me laissez la scène 30 secondes, je vais vous montrer comment est-ce que le produit fort de Marvel se débrouille. Marvel Comics, c'est plus de 7000 personnages et encore plus d'histoires écrites. Et c'est super facile de ranger ces personnages dans les catégories Spider-Man et pas Spider-Man. L'homme araignée est, sans contredit avec Batman et Superman, le troisième élément de la sainte trinité des comics et le seul personnage Marvel à se ranger avec ses deux rivaux en termes de reconnaissance. Ce qui est quand même ironique parce que Spider-Man est loin d'être le plus grand succès de l'histoire de Marvel. Cet honneur revient à X-Men numéro 1 de 91 avec plus de 8 millions de copies vendues. Ce qui fait des X-Men les personnages principaux du comics le plus vendu de tous les temps, presque le double du numéro 2, numéro 2 qui lui-même est aussi en rapport avec l'univers X-Men. Pour info, là-dedans, Spider-Man se classe en 5e position avec 2,5 millions de copies vendues. Bref, si Spider-Man est titulaire d'un succès qu'il n'est plus à débattre, ben la vraie licence forte de Marvel, ce serait con de dire que c'est autre chose que les X-Men. Ce qui est normal, j'ai envie de te dire, les X-Men, c'est toute une mythologie. Les X-Men, c'est plus de 200 personnages qui amènent plus de 200 ennemis et qui amènent bien plus que plus de 200 histoires. Quand on parle de X-Men, autant je peux vous parler des personnages comme Chamber ou Dust et ça vous dit probablement absolument rien, autant on parle des Cyclopes, des Tornades, des Magnétos, là, ça sonne une cloche. Avec quelques dérivés, je vous l'accorde. Merci tout le monde et re-bienvenue aux Oscars de la connerie. Et dans la catégorie « Ah ouais, quand même, on a l'air con », le grand gagnant est... Wolverine pour « Je suis le X-Men le plus iconique de tous les temps alors que je ne suis ni un membre fondateur du groupe, ni même un mutant dans ma première apparition ». Bref, tous ces personnages sont venus grandement aider à façonner l'image de ce qu'est X-Men. Le tout jusqu'en l'an 2000, là où va sortir le premier film de la trilogie de Bryan Singer. Ça va commencer en 2000 avec un film sobrement intitulé X-Men qui va venir
venir mettre sur les devants de la scène ce dont les personnages du comics se sont capables. Le tout pour continuer 3 ans après avec X-Men 2, une suite un peu plus pauvre en action, mais qui capture parfaitement ce que les X-Men sont. À savoir une allégorie de toutes les minorités jamais discriminées dans l'histoire de la planète. Le tout dirigé par un cinéaste, Bryan Singer, qui lui-même est bisexuel et qui a clairement mis tout son être et son âme dans le produit que va devenir X-Men, le tout avec un comportement total... Et merde. Désolé, c'est mon détecteur de polémique. Il s'active quand je suis sur le point de me faire cancel. Le tout jusqu'en 2006, où est-ce qu'on va enchaîner avec X-Men 3. Et là, écoutez, bon, au cinéma, quand on dit c'est de la merde, il y a j'aime pas, c'est de la merde, et il y a c'est de la merde, c'est de la merde. Et ici, on est dans le ô combien plus que c'est de la merde, c'est de la merde. I'm the Juggernaut, bitch! En fait, X-Men 3, il est tellement à chier que pour continuer l'univers, on n'a pas eu le choix d'aller dans le passé long. On pouvait pas faire de référence à X-Men 3. Et j'ai tendance à te dire, c'est peut-être mieux comme ça parce que les meilleurs films X-Men, c'est ceux qui font des trahisons à X-Men 3. C'est là qu'en 2009 va sortir X-Men Origin Wolverine, un film qui raconte l'histoire de Logan. Un assez mauvais film mais bien divertissant qui aujourd'hui est connu chez les fans comme le film X-Men qui, au moins, n'est pas X-Men 3. Mais c'est pas grave parce que 2 ans après, on va venir rattraper le coup avec le talentueux Matthew Vaughn à la réalisation qui va nous offrir X-Men First Class, mon film X-Men préféré. Ce film, il est génial, il est fun, il est dynamique, les caméos, c'est un vrai festin, et surtout, c'est le dernier excellent film X-Men avant que son successeur Days of Future Past ne vienne modifier la timeline. Et attention, Days of Future Past, il est pas horrible, c'est même un assez bon film, j'ai envie de te dire. Au cinéma, je suis allé le voir 2 fois, mais tu le sens que c'est vraiment là pour être plus un épisode de transition que pour raconter la véritable histoire des comics Days of the Future Past. C'est fait pour venir faire une transition vers cette espèce de nouvelle pseudo-trilogie qu'on avait avec de nouveaux acteurs, de nouveaux enjeux, de nouveaux personnages, etc. Bref, Days of Future Past, c'est juste le retcon le plus cher de l'histoire des retcons. Et on parle de X-Men, une licence qui est célèbre pour avoir des retcons. Et même si en 2017, on a Logan qui est une véritable lettre d'amour autant au personnage de Wolverine qu'à la saga X-Men, en vrai, le mal, il est fait. À cause de comment le nouvel univers X-Men se construit, les mutants deviennent célèbres pour être un sous-MCU à peine cohérent à lui-même. Et pour les fans de X-Men qui les ont connus avec la télé et le cinéma qui veulent se mettre aux comics, moi, je ne peux que vous conseiller Astonishing X-Men. C'est un comics qui est très bien écrit, très bien dynamisé, mais surtout, il est magnifique. Regardez-moi ces planches, c'est génial. En plus, c'est écrit par le célèbre Joss Whedon et... Oh non, sérieux? Heureusement qu'on a les dessins animés, là où les gens problématiques sont peut-être un petit peu moins en charge de produire les X-Men. Et là, il n'y a pas 36 000 choix possibles, même s'il y a beaucoup de séries X-Men. La plus connue, ça reste celle sobrement intitulée X-Men qui date de 92. Série qui viendra achever sa 5e et dernière saison en 97, donc 1 an avant ma naissance. Je n'ai donc pas connu la série, c'est pas une blague, j'ai jamais vu un seul épisode au complet de X-Men 92. Pour référence, moi je suis né en 98, donc la série X-Men qui m'a introduite au personnage, c'était Wolverine et les X-Men. Série de 2009 qui fait suite à la précédente, celle de 2000, j'ai nommé X-Men Evolution. 2 séries que moi, au Canada, j'ai pas le luxe d'avoir sur Disney+, elles rentrent donc probablement dans la catégorie des spectaculaires Spider-Man, c'est-à-dire des séries qui existent, des séries qui sont disponibles, mais des séries que Disney a tendance à enterrer pour pas qu'on se rappelle que leur licence faisait beaucoup mieux ailleurs. En vrai, je suis mauvaise langue, je sais que c'est beaucoup plus compliqué, c'est une question de droit d'auteur, c'est une question de droit de diffusion, mais aussi et surtout, c'est peut-être pas vrai parce que récemment Disney a prouvé qu'il pouvait faire quelque chose d'excellent avec les X-Men. Pas quelque chose de bien, pas quelque chose de bon, quelque chose d'excellent. X-Men 97 est une pseudo-continuation directe de la série de 92 avec le même style d'animation, mais des techniques et technologies de 2024 et oh mon Dieu ce que ça rend bien. Cette série, elle vient corriger tout ce que je n'aime pas de l'univers X-Men généralement, parce que oui, même si j'adore les X-Men, il y a des petits trucs qui me dérangent, genre les personnages qui sont trop nombreux, qui deviennent des caricatures d'eux-mêmes, et juste généralement le fait que les X-Men n'ont pas lieu d'exister dans le même univers que les Avengers. C'est plein de trucs qui font pas de sens et qui sont très durs à suivre parce qu'après tout, les X-Men sont des personnages de comics.
Et quand on les adapte pour la télévision, ben on peut laisser certains de ces éléments derrière. C'est ça que X-Men 92 faisait, mais c'est ça que X-Men 97 excelle à faire. Ou encore une fait que 97 est une production originale, parce que j'en parle, mais la plupart des gens que j'ai vu parler de X-Men 97 sur Internet, c'est des fans de la série originale. Et moi, la série originale, je l'ai jamais vue. Si je connais pas X-Men 92, alors qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, prenez la chose comme suit. Pourquoi est-ce que moi, je suis devenu un fanboy total de X-Men 97 alors que j'ai pas l'élément de nostalgie de 92? La réponse est simple, X-Men 97 n'est pas qu'une simple suite, c'est un produit à part entière, un produit qui m'a fait découvrir ce monde et surtout, ben, c'est une introduction parfaite au monde des X-Men. J'ai adoré la série et je l'ai adoré sans un poil de nostalgie puisque j'ai pas connu l'original. Elle aura droit à une première saison de 10 épisodes et apparemment à une saison 2 et même une saison 3 qui sont déjà prévues. Et j'espère parce que ça finit avec un gros cliffhanger, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est la mi-saison. Tout ce qui se passe avant l'épisode 5 est génial. Tout ce qui se passe après l'épisode 5 est très bien, mais l'épisode 5 en lui-même, c'est très difficile de dire exactement c'est quoi un épisode parfait, parce que toute œuvre a ses défauts. Et moi, quand je parle d'épisode parfait, je parle pas d'épisodes qui sont sans défaut, ni même des fois du meilleur épisode de la série. C'est plus complexe que ça. On parle d'un épisode qui tente de présenter certains thèmes d'une certaine façon et qui réussit à le faire, vous l'aurez deviné, parfaitement. Des épisodes comme Le Jour du Soleil Noir dans Avatar, le dernier maître de l'air, ou encore Fourchette dans The Bear. Des épisodes qui excellent autant d'un point de vue narratif que technique. Et dans X-Men 97, on en retrouve un véritable épisode parfait, une pépite. Et cet épisode, c'est l'épisode 5. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Soyez donc sûr de vous abonner et d'activer la cloche, ainsi que de laisser un like et un commentaire, ce qui aide énormément pour le référencement. Et soyez sûr aussi de visiter la description pour nous suivre sur Instagram. Je vous rappelle d'avoir regardé X-Men 97 au complet si vous voulez éviter les spoilers. Sur ce, salutationalisation et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi l'épisode 5 de la saison 1 de X-Men 97, Mon nom est Gambit, est un épisode parfait. L'histoire de Gambit. Bon, ici, on va faire quelque chose d'assez délicat. On va semi-ignorer le reste du canon de la série X-Men, ce qui est une pratique assez risquée. Pourquoi? Parce que, comme mentionné, X-Men 97 se suffit énormément à elle-même. Et puis après plus de 20 ans à ne pas être diffusée, ben on pourrait dire que ces personnages, ils repartent presque à zéro. Dans le sens où X-Men 92 les avait fait évoluer d'une certaine façon et que cette certaine façon, ben dans 97, c'est notre nouveau point de départ, on repart à zéro. C'est pas de la désévolution, c'est une manière de re-raconter une histoire et de la continuer. Parler juste d'une série en ignorant ce qui s'est passé avant, c'est un test que je fais. Si ça vous plaît, soyez sûr de le mentionner en commentaire et de dire ce que vous ajouteriez, ce que vous enlèveriez, blablabla. Je sais que je suis sauvage là-dessus aujourd'hui, mais quand j'essaie quelque chose de nouveau, les retours sont super importants pour la chaîne. Ce qu'on sait de Gambit ici, c'est qu'il se nomme Rémi Lebeau, est né en France dans une famille qui était affiliée à la guilde des voleurs. Le tout jusqu'à ce qu'il voyage aux États-Unis et qu'il se retrouve mêlé à un combat impliquant des Sentinelles et les X-Men dans un centre commercial en 92. Et dans Jubilé à s'enfuir, on sait très bien qu'il va finir par rejoindre les X-Men et emménager dans leur manoir, là où la sécurité est de mise. Oui, on parle bien du même manoir qui se fait brûler, exploser et raser tous les 6 numéros. J'ai pas vu un endroit aussi safe depuis Poudlard. Rémi, c'est un X-Men assez particulier. Il est un petit peu plus chaotique que le reste. Il a tendance à faire ses trucs dans son coin. Et même Wolverine, en fait, il lui a jamais fait confiance. Il sent que Rémi cache quelque chose, qu'il ment et qu'il a toujours quelque chose derrière la tête. Et pour cause, Gambit est un personnage très mystérieux. C'est un joueur de poker, il ne va pas révéler son jeu, à moins que ça lui soit profitable. Tu couples ça à son passé criminel de loup solitaire et tu obtiens un personnage aussi mystérieux qu'intéressant. Sans parler du fait que Gambit, façon dont les États-Unis voient la France dans les années 90 oblige, bah c'est quand même un énorme homme à femme. Ce sera l'occasion de s'amuser un peu, rien que tous les deux. Gambit peut utiliser ses autres atouts. Ici, c'est sur Malicia que va se jeter son dévolu après lui avoir résisté pendant un temps parce qu'elle ne veut pas le blesser avec ses pouvoirs. Et quand Malicia aura peur de l'avoir perdu, elle l'embrassera, mettant son gant entre leurs bouches, déclarant qu'elle le déteste, et Gambit dira qu'il ne comprend pas cette femme. Ici, on comprend très bien la dynamique de leur relation, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que Malicia aussi a un passé très complexe. Elle fréquentait jadis Magneto. J'étais persuadé que tu ferais tout pour éviter de te retrouver
seul avec moi. Cette histoire remonte à il y a si longtemps, et ce fantôme-là doit rester dans le placard. Le arc Némésis des X-Men, mais aussi le seul à pouvoir toucher la peau de Malicia, parce que la fréquence électromagnétique de Eric neutralise les pouvoirs d'absorption de la jeune femme. Mais bref, éventuellement, Gambit et Malicia se mettront ensemble, et on en arrive à ce qui nous intéresse, j'ai nommé X-Men 97. Ici, on retrouve les X-Men dans une situation plus complexe. Charles Xavier est mort, Jean Grey est enceinte de Cyclope, et personne ne sait ce qui va arriver avec les X-Men. Étant prêts à annoncer leur départ de l'équipe pour bâtir leur nouvelle famille, Jean et Cyclope vont accepter d'emmener les X-Men dans une dernière aventure. Et maintenant que ça c'est dit, avec Jean, on a une nouvelle à vous annoncer. Ouais, on sait, vous allez nous laisser tomber pour aller élever votre petit dans un endroit plus normal. Ici, c'est de retrouver un jeune mutant enlevé par le FOH, acronyme pour Friends of Humanity. Littéralement donc les amis de l'humanité, un groupe extrémiste qui pense que les mutants sont dangereux autant dans les rues que dans les écoles qu'au travail. C'est ça la force de X-Men, et ça l'a toujours été, c'est le commentaire social. Tu prends la plupart des grosses œuvres de X-Men et tu remplaces le mot mutant par juif, musulman ou par afro-américain, et t'obtiens une situation sociétale qui est non seulement bien réelle, mais qui est aussi très bien dépeinte. We still love you, Bobby. It's just this mutant problem is a little... What mutant problem? This is all my fault. Mais aussi, t'obtiens quelque chose d'autre, à savoir du questionnement, parce que les juifs, les homosexuels, les noirs, tout ça, c'est pas des gens dangereux. Ce sont des communautés où une infime minorité donne mauvaise réputation au reste du groupe. Et si vous, derrière votre écran, vous pensez autrement, normalement, c'est là où je vous dis de laisser votre avis en commentaire, mais très honnêtement, poussez-vous. Non, plus sérieusement, si vous pensez que le fait qu'une personne soit différente physiquement, biologiquement ou religieusement de vous la rend dangereuse, juste poussez-vous, ce sera mieux pour tout le monde. Bref, oui, X-Men, c'est la licence la plus woke de l'histoire des comics si c'est pas des États-Unis. Et il y a quand même des gens dans la quarantaine qui se plaignent qu'ils l'ont rendu woke avec X-Men 97. Tout ça parce que Gambit porte un débardeur dans l'épisode 1. Ouais, toi aussi t'aimerais que j'invente ça. Mais surtout, ça fait réfléchir parce que si les minorités ethniques et religieuses dans notre monde, elles ne sont pas dangereuses foncièrement, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un réel danger relié à leurs conditions? C'est ça, les X-Men. C'est un groupe minoritaire qui est réellement dangereux. Pourquoi? Parce que tous les mutants ont des pouvoirs. Certains des mutants ont des pouvoirs qui sont hyper dangereux. Et ces mutants, ils ne contrôlent pas toujours ces pouvoirs. Ce qui en fait un danger potentiel. Ça vient poser un réel problème éthique, à savoir à quel point on est prêt à entraver la liberté de quelqu'un pour éviter que ses pouvoirs ne viennent causer une catastrophe. Question posée par presque toutes les œuvres X-Men et répondue par presque aucune des œuvres X-Men. Pourquoi? Parce que malheureusement, on est dans un monde où il y a juste pas de bonne réponse. Mais ici, c'est ce même débat qui vont amener les X-Men devant Bolivar Trask, le créateur des Sentinelles, ennemi récurrent des X-Men, devenu un véritable criminel mondial. Les X-Men vont l'arrêter, on a droit à une entrée qui est parmi les plus badass de toute l'histoire de l'animation, et Gambit joue un grand rôle dans le fait d'arrêter Trask et de le livrer à la justice, ce qui va ramener l'équipe au manoir, là où attend un vieil ennemi. Les capteurs montrent que quelqu'un s'est introduit dans le bureau du professeur. Malgré nos divergences, il n'a jamais cessé de croire en notre amitié, ni de pardonner mes nombreuses défaillances. Magneto, qu'est-ce que vous faites chez nous? Chez vous, Cyclope? Je crains qu'on n'ait pas le même point de vue concernant le manoir. Oui, d'après le testament de Charles Xavier, Magneto, Eric Lencher, son arc Némésis, et aussi son meilleur ami, est son seul héritier. Ce qui va être surprenant parce que jusqu'ici, l'image d'Eric Lencher qu'on a eue, c'est pas l'image de quelqu'un qui est là pour aider. Tu as vu la même chose que moi? Il a sauvé un humain? Mais ici, on voit que Magneto fait un réel effort. Il veut ramener les rêves de Charles à la vie. Il veut un monde où humains et mutants vivent en cohabitant. Magneto est un personnage très intéressant dans la plupart de ses incarnations. Dans X-Men 97, il est un de mes préférés et il mériterait sa propre vidéo. Soyez sûr de la réclamer en commentaire si ça vous intéresse. Mais comme on est plus là pour parler de Gambit et de son épisode que d'autres choses, voici comment on va le summariser. L'amour que porte Magneto à Charles Xavier est infiniment plus grand que la haine qu'il porte à l'humanité. Et c'est ce qui fait de Magneto le meilleur méchant Marvel. Bon, c'est l'heure de réagir comme je réagis à chaque fois que je vois un internaute qui a un argument un petit peu différent du mien. Alors, section commentaires.
Ah, voilà. Comment oses-tu dire que Magneto vaut mieux que le Docteur Fatalis? Et si tu l'aimes tant Magneto, pourquoi ne pas l'épouser? Ha ha ha, lol, emoji tête de mort. J'adore l'anonymat que me procure Internet. Le tout va mener à un procès parce que Magneto, c'est quand même un criminel de guerre et maintenant, il vit à visage découvert au manoir X-Men. Procès que Magneto va être heureux de subir devant les Nations Unies tant que ce dernier reste équitable. Gambit fera partie de l'équipe assurant la protection, mais les Friends of Humanity vont attaquer l'ONU et Tornade se prendra une des charges qui ne lui était pas destinée et qui lui retirera ses pouvoirs. Je ne sens plus la brise entre mes doigts, comme si elle s'était éteinte. Je ne sens plus l'humidité, ni l'air. Oh non, qu'est-ce qu'il m'a fait? À ça, Magneto va réagir très fort. Il amènera le responsable devant l'ONU, presque crucifié comme un hérétique, et il les déplacera tous vers la stratosphère. Magneto va avoir son gros monologue sur Charles, sur la mutation, sur la supériorité, mais aussi sur la rédemption et épargnera les humains. Il fut un temps où je vous aurais tous anéantis pour ce qui est arrivé à Tornade. Et si vous êtes comme moi, voici l'expérience de visionnage à laquelle vous avez eu droit. Vous avez vu l'épisode 1 et vous avez trouvé que c'était une bonne série. Vous avez vu la fin de l'épisode 2 et vous avez compris que c'était un chef-d'œuvre. Ici, les X-Men auront fait beaucoup de bien avec Magneto, incluant sauver les Morlocks et les délocaliser vers Genosha, l'île qui se veut comme un paradis pour les mutants là où règne Magneto. De multiples péripéties vont s'enchaîner. On apprend que la Jean que l'on suit depuis le début n'est en fait qu'un clone fait pour donner naissance à des expériences de Mr. Sinister, et le bébé en question sera envoyé avec Bishop dans le futur pour trouver un remède à ce que lui aura fait le mutant savant fou. On a aussi tout un arc avec Tornade qui tente de retrouver ses pouvoirs. Vous l'avez remarqué pour une vidéo sur Gambit, il est pas très présent jusqu'ici. Ça, c'est parce que c'est un personnage assez secondaire jusqu'à l'épisode 5, là où il devient très important. Gambit, n'oublie pas que si le nouveau Blackbird devait tomber en panne, tu serais le seul à bord pour qui la gravité serait, je pense, un problème majeur. Cet épisode va venir conclure plusieurs sous-scénarios. Dans la foulée, nous avons le passé de Malicia et son attirance pour Magneto malgré sa relation avec Gambit, la rédemption de Magneto et l'entrée de Genosha comme une véritable nation reconnue par l'ONU, ainsi que l'enfant de Cyclope et du clone de Jean Grey qui maintenant se fait appeler Madelyne Pryor. Gambit, lui, il le sent qu'il se passe quelque chose entre Magneto et Malicia, ce qui va le pousser à les accompagner sur Genosha pour le bal qui est censé célébrer l'inauguration de la nation mutante au sein des Nations Unies. Le trio va être accueilli par Madelyne Pryor et on retrouvera ce bon vieux Nightcrawler Diablo en VF. Kurt Wagner, comment tu vas, Diablotin? On va jouer les touristes pendant que le conseil discute avec Magneto. Ça, c'est la beauté de X-Men. Presque tous les personnages sont justifiables comme étant le personnage préféré de quelqu'un. Allez, la team Diablo, je veux vous entendre en commentaire. Rémi et Malicia feront la visite de Genosha et pendant une réunion, on apprendra que l'ambition de Magneto est de devenir son ambassadeur à l'ONU. Et pour ça, il propose un mouvement politique. Il propose d'épouser Malicia, d'en faire la reine de Genosha. Comme ça, on aura l'ancien ennemi des X-Men et une X-Men qui régneront sur la nation mutante, prouvant que n'importe qui peut cohabiter avec n'importe quoi. Et bien entendu, vous vous en doutez, c'est ça qui va achever la relation entre Malicia et Gambit. Je ne m'attendais pas à la visite d'une dame. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chère? Tu ferais mieux de t'asseoir. Ici, on voit vraiment l'homme sous la persona. On voit les vrais sentiments de Rémi, on voit qui il est. Mais pendant le bal, Malicia refusera l'offre par amour pour Gambit. On ne sait pas où ça s'en va, mais l'arrivée de Cable l'empêchera de mettre tout ça au clair. Ici, ça va être révélé que le mutant voyageur du temps ô combien célèbre dans l'univers X-Men est en fait le fils revenu du futur de Madelyne et Scott. Ce qui doit avoir vraiment beaucoup surpris les gens qui ont connu Cable juste avec Deadpool 2. Mais le voyageur temporel est renvoyé d'où il vient sans pouvoir annuler la catastrophe. C'est là qu'une explosion vient tout raser et où se lève une méga sentinelle. Genosha est sous attaque. Magneto enverra Gambit et Malicia sauver les Morlocks pendant que lui distrait le robot. C'est in extremis que le duo va réussir à sauver le groupe de mutants Underground, ce qui est assez ironique puisque précédemment, Magneto avait promis aux plus jeunes du groupe qu'il n'aurait plus jamais à avoir peur à Genosha. Et maintenant, le voilà sous attaque. C'est Gambit qui les fera sortir du building. Mais malheureusement, les sentinelles n'ont pas dit leur dernier mot. Menace de niveau Oméga détectée. C'est dos au mur que Magneto protège les Morlocks, empêchant Malicia de courir à sa perte en tentant de les sauver. Il dira à l'enfant de ne pas avoir peur pendant qu'il lâche prise, tentant de donner un peu d'espoir à ce petit garçon avant sa mort. Je te promets sur ce que j'ai de plus cher que tu ne vivras plus
Magneto, pas avoir peur. Plus jamais, il a promis. Hab keine Angst. Ici, Malicia est hors d'elle. Elle va charger la sentinelle dans un mouvement de désespoir, mais Gambit ne va pas la laisser faire. Il l'envoie valser avec sa moto pour ensuite par lui-même charger le robot qui allait s'en prendre à des survivants. Et c'est in extremis que la sentinelle va empaler Rémi, l'empêchant d'arriver à ses fins. Mais dans un dernier effort, Gambit va lâcher ses derniers mots. Mon nom est Gambit, mon ami. Retiens-le bien. La sentinelle est détruite, les survivants sont sains et saufs, et c'est avec du contact sur sa peau que Malicia déclarera ne pas pouvoir sentir Gambit, nous faisant comprendre qu'il est mort. Donc, X-Men 97. Mon visionnage, il s'est passé un petit peu comme ça. Ma réaction à X-Men 97. Épisode 1. Ouais, ok, c'est pas mal, mais je suis sûr que j'aimerais beaucoup plus si j'avais connu la série originale. Épisode 2. Ok, ils font vraiment quelque chose de différent avec Magneto. Épisode 3. Oh mon Dieu, c'est Mister Sinister! C'est mon méchant d'X-Men préféré! Épisode 4. Tellement dommage pour Tornade. Épisode 5. What the fuck? Et comme mentionné, Gambit est assez peu présent avant l'épisode 5, ce qui est très dommage parce que c'est un personnage que j'ai appris à apprécier avec X-Men 97. Et plus particulièrement dans l'épisode 5, et si je veux vous faire comprendre pourquoi Gambit est le meilleur personnage dans cet épisode, il faut comprendre d'où il vient. Salutationalisation, je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez interagir avec moi, Instagram est le seul réseau social que j'utilise vraiment. J'y poste non seulement régulièrement mes dessins numériques, mais aussi des teasings pour les futures vidéos. Et si jusque-là vous aimez ce que vous voyez, ce dont je ne doute absolument pas, je vous redirige donc soit dans ma bio, soit dans la description de la vidéo, vers ma galerie Artpal. De là, vous pourrez commander une de mes œuvres pour embellir votre chez vous. Choisissez simplement votre œuvre favorite parmi la très vaste sélection disponible. Choisissez ensuite votre support, du cadre à la toile, passant maintenant même par l'impression sur métal, et supportez mon travail tout en ayant droit à une œuvre que vous appréciez particulièrement directement sur le mur de votre chambre ou de votre salon. C'est grâce à vous, le public, si je peux continuer de faire ce que j'ai envie de faire par passion, et je suis hyper content de pouvoir finalement vous offrir quelque chose en retour. Visitez donc la description de la vidéo pour y retrouver les liens vers Instagram et Artpal. Sur ce, revenons à nos moutons. Qui est Gambit? Gambit est un personnage récurrent de la mythologie X-Men et surtout un personnage qui m'a toujours laissé très indifférent, je vais pas vous mentir. Il est vaguement présent dans X-Men Origins Wolverine et il revient une fois ou deux dans Wolverine et les X-Men. Mais bon, comme étant enfant des comic books X-Men, j'en lisais pas vraiment. Gambit, pour moi, c'était le beau gosse un peu sarcastique. Bref, c'était Han Solo, mais dans le coin de la pièce. Ce qui le rendait assez inintéressant. Mais en termes d'origine, Gambit a eu un passé assez complexe. Gambit apparaîtra pour la première fois dans Uncanny X-Men numéro 266 en 1990. Il sera créé par Chris Claremont, qui est un des habitués des X-Men, et par le dessinateur Jim Lee, qui lui, on retrouve beaucoup chez DC Comics dans sa biographie. Surtout maintenant que Lee, à la fois, est aujourd'hui le chef créatif, publisher et président chez DC Comics. Et il a créé un des personnages Marvel les plus appréciés de tous les temps. Vous pensez que j'exagère? Absolument pas. On ne peut pas se déchaîner sur Internet parce qu'on n'aime pas le outfit d'un personnage si on n'aimait pas ce personnage. Et je vous rappelle la shitstorm que Gambit s'est pris avec l'épisode 1. Dans sa première apparition, Gambit va rencontrer Tornade qui a été rajeuni pendant qu'il était dans une maison de luxe pour y voler quelques peintures. Oui, j'ai bien dit voler. Gambit, à la base, il fait partie de la Guilde des voleurs, un groupe de voleurs et de cambrioleurs français dont sa famille fait partie depuis plusieurs générations. De son vrai nom, Rémi Lebeau, Gambit est né et a grandi en France, ses pouvoirs mutants révélés à un jeune âge. Il est extrêmement agile et fort au combat, mais son vrai pouvoir, c'est la manipulation d'énergie cinétique. Il est capable de contrôler l'énergie de mouvement et de l'infuser dans virtuellement n'importe quoi que ce soit, pour transformer les choses en mini-bombes ou pour les forcer à bouger à vitesse grand V. Super pouvoir que quand tu demandes à quelqu'un quel pouvoir il aimerait avoir, ça revient jamais, alors que pourtant moi j'y vois des utilités. Hey, au fait, je t'ai pas raconté ma fin de semaine? Non, c'est vrai, tu remarqueras que j'ai pas demandé non plus. Donc avec ma famille, on a loué un petit chalet au bord de la mer et tu sais, c'était vraiment génial parce qu'on était seuls, tu sais, à ce temps. Je me demande si je peux utiliser mes pouvoirs pour accélérer l'énergie cinétique de son cerveau et
que je retourne avoir la foutue paix. Et là, elle ose me dire que l'économie s'est énormément stabilisée après la Deuxième Guerre mondiale, que le problème, c'est que nous, on sait pas s'adapter. Remarque, c'est soit j'essaie ça, soit je continue de l'endurer parler, mais je me demande si c'est pas dangereux. Alors moi, je sors ma ligne du temps de poche que je garde tout le temps dans mon portefeuille et j'essaie de lui expliquer qu'en réalité, il n'y a pas vraiment eu de Deuxième Guerre mondiale, mais elle veut pas me croire, elle continue d'obstiner et là, elle essaye de me convaincre que la Terre est ronde. Bon, allez, on essaye. Et moi, tu me connais, je suis quelqu'un de gentil, j'essaie de lui expliquer que c'est juste un gros lézard sous un masque de Joe Biden qui préside... Ça va? Bon, ben maintenant, on sait que ça fait éclater le cerveau, hein? En même temps, j'ai la paix, je pouvais pas demander mieux. Ah, ça va, je suis peut-être une mauvaise personne, mais osez me dire que vous y avez pas pensé. Bref, déjà, un jeune âge, même en baignant dans la criminalité, Gambit, il avait un sens aigu du bien et du mal. On le voit quand il tente de protéger une petite qui était sur le point de se faire agresser. Cette petite, c'était en fait Bella, l'enfant d'un assassin de la Nouvelle-Orléans, qu'il va finir par épouser dans un mariage politique. Parce que Gambit étant l'héritier d'un haut placé de la guilde des voleurs et Bella l'héritière d'un haut placé de la guilde des assassins, un mariage est une union politique pour négocier un cessez-le-feu. Cessez-le-feu qui ne fera pas l'unanimité, et c'est là que le frère de Bella va défier Rémi en duel. Duel qui va se solder par une victoire accidentelle où Rémi va embrocher l'épaule de son adversaire et charger le couteau d'énergie, le faisant exploser, tuant le frère de sa femme au passage. Le tout en découvrant ce qu'il est capable de vraiment faire avec l'énergie cinétique. C'est ça qui va venir forcer Rémi en exil et il va arpenter le monde comme un voleur vagabond, toujours en développant et apprenant à maîtriser ses pouvoirs de mutant. Il va aller chercher l'aide de Mr. Sinister, un de mes méchants X-Men favoris, peut-être même mon méchant X-Men favori, pour contrôler ses pouvoirs, là où il va subir des opérations le rendant plus utile, en échange de quoi Gambit va mener une équipe de mutants assassins nommés les Maraudeurs. Gambit va donc devoir assassiner les Morlocks, une équipe de mutants vagabonds qui vivent dans les égouts, un peu à la Tortue Ninja. Mais réalisant ce qu'il était sur le point de faire, Gambit se retourne contre son équipe et parviendra au moins à sauver un des enfants Morlock. Il s'enfuit et c'est là que Gambit tombera éventuellement sur la jeune Tornade et qu'il va arriver au comics qu'il a vu naître 19 ans plus tôt. C'est donc en 2009 qu'on aura finalement une explication sur l'origine de Gambit. Après cet épisode, chronologiquement parlant, Gambit il va aider Tornade à retrouver son apparence normale, à vaincre le méchant du nom de Shadow King, et c'est comme ça que le voleur deviendra un X-Men. Même si dans les pages des comics il n'a jamais été officialisé devant nous qu'il était un X-Men, bah les fans ont compris depuis longtemps que c'était le cas et que ça avait probablement été fait hors champ. C'est dans Uncanny X-Men numéro 273, quelques numéros après sa première apparition, qu'on le verra s'entraîner dans la Danger Room, et là où il porte un uniforme, donc à partir de là, les fans l'acceptent comme étant un membre officiel de l'équipe. Le personnage devient très vite connu pour ses gimmicks, son chara-design qui oui est super stylé, mais aussi pour ses pouvoirs. Il suffit de voir ses éclats de lumière mauve pour penser directement à Gambit, même si dans sa première apparition, il se manifestait par la couleur verte. Bien sûr, on a son caractère chaotique et dragueur qui plaît aux fans, un peu à la Han Solo comme mentionné, mais ce qui reste vraiment en mémoire, c'est sa façon de se battre. C'est-à-dire avec un deck de cartes qu'il fait exploser et avec un bâton qu'il sait utiliser autant comme une arme que comme un outil de déplacement. Vous savez ce que j'en ferais moi des pouvoirs de Gambit? Surtout en cette saison. Bon, moi j'en ai marre des mouches, allez! Faut vraiment que j'arrête de rêver d'intégrer les X-Men. Mais Gambit, il est aussi connu pour quelque chose de particulier, à savoir sa relation avec la mutante du nom de Malicia. Malicia, c'est un secret pour personne, mais c'est une des X-Men les plus empathiques due à la nature de ses pouvoirs. Il suffit qu'elle ait un contact peau à peau avec qui que ce soit pour lui voler son énergie vitale. Son énergie vitale, mais aussi ses souvenirs, et si c'est un mutant, ses pouvoirs. Ce qui rend le fait d'avoir une relation amoureuse avec elle extrêmement complexe. Je ne te sens plus. L'épisode 5 de X-Men 97 peut être résumé par sa fin, à savoir une fin qui sait nous montrer à quel point le monde dépeint par X-Men est sombre et cruel. Et pour comprendre en quoi ce moment est puissant, Mon cœur. Je ne te sens pas.
Il faut commencer par comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nos trois protagonistes de l'épisode, à savoir Malicia, Gambit et Magneto. Gambit a toujours été un gros séducteur. En fait, il est probablement le deuxième Français le plus horny de l'histoire des médias américains. Ce qui est assez paradoxal de le dépeindre comme ça parce que sa relation avec Malicia, elle est quand même assez établie, autant dans les comics que dans les autres médias. Ils se fréquentent en fait depuis X-Men numéro 24 paru en 1993. Même la page couverture où ils s'enlacent est devenue iconique dans le monde de la bande dessinée américaine. Considérant donc qu'ils se fréquentent depuis 93 et qu'ils sont ensemble après dans la série de 92, le fait étant que dans mon livre à moi, Gambit et Malicia sont un couple de comics aussi iconique que Spider-Man et Mary Jane Watson. Hey, secret! Non, plus proche. Gwen Stacy est mieux que Mary Jane. Mais pour en revenir à Gambit et Malicia, c'est une relation qui a toujours été mise à rude épreuve. Déjà de base, Malicia est un personnage maudit, elle est incapable de toucher qui que ce soit, ce qui rend très difficile le fait d'être en couple avec. On peut même y voir un sens poétique et complémentaire dans le sens où Gambit utilise ses pouvoirs pour protéger les gens en touchant les choses, et c'est en évitant tout contact physique que Malicia protège ces mêmes gens. Toi, tu illumines tout d'un simple contact. Sauf moi. Une des nombreuses raisons qui feront que leur relation a toujours été gardée au moins en partie secrète. Entre ensuite Magneto. Magneto est capable de générer des champs magnétiques qui permettent de bloquer les pouvoirs de Malicia. Il est donc la seule personne au monde à pouvoir avoir un contact avec. Ce qui, dans la série, est montré explicitement et symboliquement dans les flashbacks. Par exemple, regardez ça quand Eric et Malicia dînent ensemble, ils portent une chemise de nuit ouverte au torse. Même chose quand Malicia est avec lui, elle montre de la peau. Ça peut paraître très anodin, où vous êtes derrière votre écran à crier au male gaze. Mais dans les faits, c'est très important. Un personnage dénudé, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est quelque chose de très utilisé dans le monde des films d'horreur parce que généralement, quand t'es dénudé, c'est que t'es dans ton espace personnel. C'est que tu es chez toi, c'est que tu es censé être en sécurité. Et il n'y a rien de plus effrayant que quelqu'un qui est capable de rentrer dans ton espace personnel et de te mettre en position de vulnérabilité. Alors le fait que Magneto invite Malicia dans ses appartements et qu'il soit assez à l'aise pour montrer de la peau, déjà ça place les bases. Mais le fait que Malicia montre de la peau, Malicia, si quelqu'un l'effleure avec sa peau à lui, cette personne pourrait en mourir. Ici, elle se balade les épaules et les hanches à l'air. Ça prouve à quel point elle est confortable avec Eric. Au passage, ils ont totalement couché ensemble et vous pourrez pas me convaincre du contraire. Et quand on s'est aperçu que ses pouvoirs électromagnétiques le protégeaient de mes pouvoirs, d'autres choses ont commencé à se produire. Idée ensuite secondée par la scène où Magneto et Malicia dansent, s'embrassent. Une scène où une attraction se fait sentir entre eux, une attraction brisée seulement par Gambit. Pourquoi? Parce que Gambit et Malicia sont complémentaires. Si vous le saviez pas, à la base, Malicia, c'est une ennemie des X-Men. Ce n'est qu'après qu'elle viendra intégrer l'équipe. Idée reprise et secondée par la série. Ma méchante mère voulait que j'apprenne à maîtriser mes pouvoirs. Elle a dit qu'elle connaissait quelqu'un capable de m'aider. Écoute, la plupart d'entre nous ont un passé tellement sale qu'on pourrait même pas le nettoyer, même avec un décapeur thermique. Et Gambit, lui aussi, son alignement moral à la base, il est assez douteux. Je rappelle que c'était un voleur qui a épousé la fille d'un assassin. Et Magneto, c'est le plus grand ennemi des X-Men, les X-Men étant la nouvelle famille de Malicia qui l'ont empêché de devenir un véritable monstre. Et si je peux m'impliquer davantage pour que le monde soit meilleur, eh bien oui, je foncerai parce qu'honnêtement, c'est pour ça que j'ai rejoint les X-Men. On a donc ici nos trois personnages principaux de l'épisode qui ont suivi à peu près le même développement, à savoir commencer dans un côté au mieux douteux, au pire totalement du côté des méchants, et qui sont devenus par la suite des gentils. Mais tout ça, c'est pas fait de la même façon. C'est très clair dès que tu rencontres Gambit, autant dans le canon de la série que dans les comics, que même s'il avait un bagage complexe, il a toujours eu une forte moralité. Je rappelle qu'en comics, son premier réflexe est d'aider Tornade, et que dans le dessin animé, c'est de sauver Jubilé des Sentinelles. Versus Magneto qui lui a toujours été quelqu'un de prêt à verser le sang pour ce que lui considère une bonne cause et de manière générale qui reste moralement gris dans ses bons jours. Magneto dans X-Men 97, il devient pas gentil parce qu'il a une prise de conscience, il devient gentil par amour et respect pour son meilleur ami décédé et parce qu'il veut tenter de laisser une chance au rêve du monde que lui dépeignait. Et sans spoiler, si vous avez vu les épisodes d'après, vous savez que ça dure pas exactement.
ou du moins que ça finit pas exactement comme ça. Et pour Malicia, selon moi, ici de choisir entre Gambit et Magneto, c'est de choisir quel genre de mutant elle veut être. Veut-elle être la reine de Magneto et bâtir quelque chose sur les fondations d'un combat qui déjà a coûté tant de vies, ou est-ce qu'elle veut être elle-même avec quelqu'un qui ait la patience de vivre une relation où ils ne peuvent pas se toucher, mais où elle peut s'améliorer un petit peu à chaque jour? Et comme je l'ai dit plus tôt, je pense qu'il y a peut-être juste aucune bonne réponse ici. C'est ce qui est triste avec les X-Men. Quand Malicia et Gambit mettent fin à leur relation, ils se parlent. Gambit ne porte pas son costume. Ici, ce n'est plus Malicia et Gambit qui conversent, mais bien Malicia et Rémi. Pendant toute la scène, on a Gambit qui lance ses cartes dans le feu et regardez ça. Quand Gambit fait référence à l'offre de Magneto, il sort la carte de la Reine de cœur qui vient recouvrir Malicia. Gambit masque la personne qu'il aime de tout son cœur avec la carte de la Reine. Reine que Malicia va devoir devenir. Et quand Gambit va lui dire qu'il respecte son choix de ne jamais officialiser leur relation, cette même carte brûle, symbolisant l'amour qui part en fumée. Gambit va ensuite lui dire qu'il y a plus important que le fait de se toucher dans une relation, ce qui va revenir dans la scène où Malicia et Magneto dansent. Merci pour la danse, mon cœur. Mais Rémi a raison. Le contact ne fait pas tout dans une relation. Ce que Malicia aime surtout chez Magneto, c'est le fait de pouvoir le toucher, c'est le fait de pouvoir avoir un contact physique. Et chez Gambit, on a ça. Tu n'imagines pas toutes les frustrations chaque fois que je te regarde et que je suis confrontée à ce que je ne peux pas faire. Je ne peux pas te toucher, Rémi. Même si ton cœur bat pour moi, je ne peux pas le sentir. Elle ne peut pas sentir son cœur battre. Elle ne le sentira jamais. Puisqu'à la fin, quand Gambit se sacrifie, elle tiendra son cadavre dans ses bras et déclarera ne pas pouvoir le sentir. Ça dépeint Gambit comme la coquille vide qu'il est devenu en sauvant les autres mutants et en y laissant la vie. Mais aussi, ça dépeint la tristesse et la fatalité de leur relation. Les larmes de Malicia coulent sur la joue de Rémi. On n'est même pas sûr si la première larme vient de elle ou de lui. Il est brûlé, ensanglanté, mort, et Malicia a eu le contact qu'elle a toujours voulu avec Rémi, et pourtant, elle ne le sent toujours pas. Je ne te sens pas. Tragique comme histoire, une histoire très profonde qui vient d'un personnage qui met tellement d'efforts à avoir l'air aussi superficiel. Mon nom est Gambit, mon ami. Le super-héros a des pouvoirs, mais il a aussi des ennemis et il a des proches. Il a donc, pour les protéger, une identité secrète. Ce qui n'est pas le cas pour la majorité des X-Men. Leur identité est généralement connue du public. On gagne tous quand ce genre d'homme échoue. Vous parlez comme Charles. Les pseudos ici, c'est plus des noms de code que des vrais alias. Et le fait étant que c'est aussi probablement parce que c'est des personnages de comics, ils épousent les codes du super-héros, mais le fait étant que de révéler l'identité secrète d'un X-Men, ça n'a pas vraiment d'impact, puisque de toute façon, ils ont pas grand monde à protéger. Dans le sens où les X-Men ont souvent une histoire commune, c'est-à-dire le fait d'être rejetés par les amis et la famille quand leur pouvoir de mutant se révèle parce qu'on les considère comme dangereux. Ça sert pas à grand-chose d'avoir une identité secrète pour protéger ta famille, quand ta famille, c'est les autres X-Men. Dans X-Men 97, on nous offre une alternative spécialement pour le personnage de Gambit. Je sais pas si on peut parler de théorie, mais voici on va appeler ça une analyse subjective. Tout commence quand on voit Rémi pour la première fois dans son costard blanc. C'est le deuxième épisode où on le voit pas dans son uniforme de combat. Les premières fois, c'était dans l'épisode 1. À un moment donné où il est chez lui avec sa copine dans son confort. Bref, Gambit, s'il est sur le terrain, il porte son costume. Pourquoi? Parce que c'est une protection, c'est une armure que met Gambit pour ne pas être blessé. Il se cache derrière le masque de son costume. Costume qui n'a pas de masque, ironiquement. Vous pensez sûrement que j'exagère parce qu'après tout, c'est Gambit, le personnage de comics qui transpire le plus le je m'en foutisme de tous les temps. Retournons voir sa scène de rupture avec Malicia. Comme mentionné, Gambit est en costume blanc, mais Malicia, elle porte son uniforme de X-Men. Ici, on indique que Gambit est le plus vulnérable des deux. Et c'est le cas. Dans le sens où c'est leur relation qui est en jeu, mais Malicia, elle a un choix à faire. Gambit, lui, il va devoir agir en conséquence de ce choix. Malicia a une vraie liberté de choisir, Gambit n'en a pas. Il est vulnérable. Je suis confrontée à ce que je ne peux pas faire. Comme dire la vérité à Gambit. Ici, c'est pas la question de dire la vérité à Rémi, c'est la question de dire la vérité à Gambit.
il remet sa personnage de Gambit au premier plan pour pouvoir protéger ses émotions. Et ça amène au fait que Gambit va devoir mettre son pied à terre. Il met fin lui-même à la relation, ou tout du moins c'est lui qui en redéfinit les termes. Restons amis, ma chère. De simples amis. Pourquoi? À cause du semblant de contrôle que ça lui donne sur la situation. Le contrôle, c'est ce qui a toujours fait de Gambit, Gambit. Ou tout du moins, le personnage de Gambit. Écoutez ça. Tu n'as jamais voulu officialiser notre relation, j'ai respecté ton choix. J'ai joué le dragueur cynique. Il s'est donné cette image de garçon volatile dragueur et je m'en foutiste justement parce que Malicia ne voulait pas officialiser leur relation. Il donne l'illusion de n'être qu'une carte qui suit le vent alors qu'en fait, il sait exactement ce qu'il fait. Tout avec Gambit n'est qu'un bluff. Élément relié à son personnage, Gambit, c'est un joueur de poker. Il ne prend des risques que quand les cartes sont en sa faveur et tout ce qu'il fait n'est qu'un énorme bluff. Bah oui, forcément, c'est même dans son nom un Gambit, ça veut dire quelque chose. Ça vient de l'italien del il gambito qui veut littéralement dire faire un croc en jambe. Aux échecs, quand on fait un Gambit, c'est quand on sacrifie un pion pour avoir l'occasion de contre-attaquer. Et au poker, faire un Gambit, c'est un synonyme de bluffer. Exactement ce qu'est le personnage. Il n'a pas peur de faire des sacrifices, de mentir, de prendre des risques, le tout pour arriver à ses fins. Un bon exemple, c'est la fin de l'épisode. Ici, Gambit va charger la sentinelle et se faire embrocher juste avant de frapper. Le tout pour mieux la faire exploser après. C'est un Gambit. C'est exactement ça un Gambit. Écoutez ce qu'il en pense. Gambit a fait la mise et relance! Gambit voit la mise. Au poker, ce que ça veut dire voir la mise, ça veut dire égaler l'offre. Et ensuite, il la relance, c'est-à-dire qu'il augmente l'argent qui est en jeu. Ici, ça veut dire qu'il accepte le risque et qu'il l'augmente en chargeant la sentinelle. Et c'est dans cette scène magnifique, sans musique, que Gambit va trouver la mort. Mais en se sacrifiant lui-même comme un pion, il réussit à attaquer et même à détruire la sentinelle. Il lui a fait croire qu'elle avait gagné pour mieux la démolir après, comme étant donc un Gambit. C'est pour ça que l'épisode 5 est parfait. Elle a parfaitement compris ce qu'était le personnage de Gambit, où est-ce que son personnage devait s'en aller, les enjeux qu'il y a dans ses relations, et surtout comment faire gagner les gentils tout en les faisant perdre. Gambit sait où s'arrête la chance, c'est ça? À ce jeu-là, oui. Parce que les cartes sont toujours en ma faveur! Mon nom est Gambit, mon ami. Retiens-le bien. Les mutants ont survécu, mais ils ont perdu un des leurs. Le petit Morlock n'a plus peur, mais c'est parce qu'il est mort. Même pour le genre mutant, c'est une perte parce que Genosha a beau être reconnu comme une nation à part entière par l'ONU, on comprend maintenant à quel point certaines personnes sont prêtes à aller loin pour ne pas que ça arrive. C'est un épisode qui fait mal, c'est un épisode qui fait peur, mais il parvient à ne faire aussi peur que parce qu'on s'est attaché aux personnages qui sont écrits avec une complexité incroyable. Et c'est ce qui fait de Mon nom est Gambit un épisode parfait. Sur ce, mes amis, Gambit, je sais qu'on a parlé plus de son épisode que du personnage en tant que tel, mais je me suis dit que ce serait fun de quand même l'aligner. Donc, comme c'est quelqu'un qui fait des sacrifices, qui fait un petit peu ce qu'il veut, et qui de manière générale ne joue selon les règles que quand elles sont en sa faveur, mais qui a quand même une très forte morale, je vais l'envoyer à Chaotique Bon. Soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo, ou vous pouvez cliquer juste là pour qu'on parle plus de l'univers Marvel. Dites-moi en commentaire de quel autre sujet on devrait traiter, et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche et nous suivre sur Instagram au passage, le lien est dans la description. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.